BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le sujet sur la table. Le marché des cadres ne connaît pas la crise. Notre pays vit une situation quasiment exceptionnelle. Je vous cite le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui dit que nous vivons une opportunité historique d'atteindre un niveau de chômage inférieur à 5%. Pour s'en convaincre, c'est vrai qu'il suffit de jeter un œil sur le marché de l'emploi. Des cadres qui tutoient quasiment le plein emploi et pourtant ces cadres, ils démissionnent. C'est l'objet de notre débat avec mes deux invités. D'abord, Coralie Rachet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Robert Walters et Xavier Dulin. Bonjour, cher Xavier. Bonjour Lorraine. Bonjour. Avocat associé au cabinet Barthélémy. Avec vous, on va essayer de décrypter ce qui peut sembler un paradoxe. Alors, Coralie, vous et votre équipe, vous publiez une étude qui zoome sur ces cadres. Donnez-nous les grandes lignes. Alors, une étude qui zoome sur la grande démission, sur un panel de 1900 cadres, ça dit quoi ? Ça dit que le marché, comme vous le rappeliez, est en super tension, difficulté à recruter, un niveau record, plein emploi, un niveau historique pour les cabinets de recrutement. On parle d'un taux d'intermédiation record à 44%, donc beaucoup d'opportunités pour les cadres et une capacité à revenir très rapidement sur un emploi. 8 cadres sur 10 mettent moins de 6 mois pour retrouver un poste. C'est pas mal. C'est sécurisant rassurant quand on a envie de démissionner. Xavier, cette réalité, en tant que conseiller, en tant qu'avocat, est-ce que vous la touchez du doigt ? Oui, c'est absolument évident. C'est-à-dire que cette étude permet vraiment de comprendre plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on énonçait rapidement entre nous, on a pu en échanger un peu. Vraiment, il y a une difficulté qui est liée à cette possibilité pour les cadres. On peut l'appréhender de manière très positive ou de manière au contraire assez négative. C'est vrai que les cadres ont aujourd'hui une liberté retrouvée, en quelque sorte. Ils ont un peu le choix et c'est aux entreprises de s'adapter, aussi bien en termes de management qu'en d'un point de vue juridique, sur ces questions-là, compte tenu de ces difficultés-là, parce qu'effectivement, il y a une certaine liberté retrouvée, il faut soigner davantage. Et je dirais que ces difficultés liées à ces possibles démissions, dire une certaine souplesse, je peux démissionner beaucoup plus facilement quand j'ai un certain profil, dans certains milieux, pour certains métiers, se conjuguent aussi avec des difficultés de recrutement et ce qu'on a appelé la démission silencieuse. C'est-à-dire que c'est quand la conjugaison de ces trois difficultés-là, c'est-à-dire problématique de recrutement, problématique de démission, et en plus pour ceux qui sont sur place et en poste, la volonté pour certains de se dire si je suis pas satisfait, je vais en faire le moins possible. Voilà, il y a de très beaux sujets, aussi bien pour Coralie que pour moi. Et surtout pour les cadres qui sont en train de gagner la guerre des talents, disons-le clairement. Et quand on parle de grande démission, donc ce fameux terme qui vient des États-Unis, attention de pas traduire mal le Great Resignation, on n'a pas de la résignation, on a des démissions qui viennent traduire encore une fois beaucoup d'opportunités sur le marché et un taux d'ailleurs qui est haut mais qui n'est pas inédit. On parle de 2,7% de départ versus 2,9% en 2018. Sur la chaîne BFM Business, on a essayé de ne pas utiliser trop cette expression de grande démission, mais plutôt de grande rotation. Grande rotation parce que c'est la guerre, c'est ce que vous avez dit. Coralie, je reprends votre expression. Dans cette guerre, je vous donne quelques chiffres. 87% des cadres ont songé à démissionner. Et parmi les plus jeunes, 30-39 ans, 91%. On a 9 jeunes cadres sur 10 qui ont songé à démissionner d'après le cabinet Robert Walters, d'après vos études, Coralie. Comment les entreprises gagnent la guerre avec cet état d'esprit en phase 2 ? Elles ont conscience, en tout cas c'est un enjeu très compliqué pour les dirigeants et les DRH, d'autant que ce chiffre qui parlait de 2022 est en train d'être confirmé sur 2023 avec des intentions de changement très fortes, envie de renouveau, envie de bouger et des opportunités sur le marché. Donc comment retenir ? En tout cas ça s'anticipe, ça se prépare. On échangeait hors plateau sur le fait que les entreprises vont parfois un petit peu trop dans le conflit dans le cadre de séparation et qu'il faut faire absolument attention aux effets de rattrapage. Moi, ce que je constate en cabinet, c'est que lorsque des candidats sont en processus de recrutement, on a eu un taux extrêmement fort de candidats qui se faisaient rattraper par leur employeur. Pour des éléments de rémunération, on a parlé ensemble de step increase, mais pas que, ou d'adaptation d'un certain nombre d'éléments. Rattraper, ça veut dire quoi, Coralie ? Ça veut dire qu'ils sont en train de devoir signer pour une autre entreprise et qu'au moment de poser leur démission, ils viennent voir leur employeur et là, on leur dit « Écoute, je suis désolé, je n'avais pas vu, si tu veux, je te fais une augmentation de temps, tu as une proposition ». 53% des candidats disent que si on leur fait une augmentation, une promotion au moment où ils souhaitent partir,
ils sont capables de changer d'avis. Mais on a une autre stat qui dit quelque chose d'intéressant. 75% d'entre eux se remettront à l'écoute du marché dans l'année qui va suivre. C'est pour ça que j'insiste sur un soin particulier sur chaque étape du processus, que ce soit le recrutement, le pré-boarding, l'onboarding et puis même la sortie qui faisait aussi un débat passionné entre nous, Xavier. Oui, c'est ça. En fait, cette question-là vraiment me touche beaucoup parce qu'effectivement, très souvent, les gens pensent que la démission est un peu synonyme de conflit. Et c'est vrai que c'est conçu comme ça, presque. C'est une approche un peu ancienne, un peu désuète, presque ringarde. On se dit, dès lors qu'il y a démission, il y a nécessairement conflit. Vous nous abandonnez, c'est une trahison, ça veut dire qu'on n'est pas assez beau pour vous. Et en fait, il ne faut pas le traiter comme ça. Si on le traite en se disant, non, je vais nécessairement me disputer avec celui qui s'en va ou celle ou celui qui s'en va, c'est une catastrophe parce qu'en fait, vous allez retrouver ces personnes-là effectivement dans le même domaine d'activité et peut-être demain vouloir travailler avec eux, clients, fournisseurs ou de nouveaux collaborateurs. Donc, on a tout intérêt à soigner une séparation. Exactement. Vraiment on parlait beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Du recrutement boomerang, ces fameux collaborateurs qui partent, qui viennent acquérir de nouvelles compétences dans des entreprises et qui reviennent. 72% d'entre eux disent que si la séparation s'est bien passée... ils reviennent augmenter. Ils reviennent augmenter, effectivement, mais ils reviennent tout court. En termes de message, d'image marque employeur, qui est notre sujet, de l'engagement des collaborateurs, c'est d'une puissance... Et juridiquement, on a plein de moyens de traiter ça. Et plutôt qu'une démission, on opte pour une rupture conventionnelle. Plutôt que... C'est pas toujours possible parce qu'on se dit ça va coûter un peu d'argent. Ça peut coûter très peu d'argent. Et c'est toujours mieux de se séparer d'un commun accord. C'est mieux aussi de soigner quelqu'un qui est un peu sur le départ mais qui n'a pas encore réalisé parfaitement ce souhait, ce vœu. Il se dit je suis pas très satisfait. Mais de là à partir, le pas n'est pas franchi. Donc, il peut y avoir un décalage. C'est ce que vous révélez aussi très bien dans votre étude. C'est qu'il y a des envies de partir qui ne se concrétisent pas nécessairement. Donc, il faut aussi faire des efforts pour garder ceux que l'on a chez nous. Et ces efforts-là, on peut les faire aussi juridiquement dans le cadre d'entretien, d'évaluation ou sur l'évolution de la formation. C'est simple, finalement. C'est pas si compliqué que ça d'aborder la question de la rémunération, de la formation, des étapes que l'on peut franchir. Autrement dit, on a, aussi bien en termes de management qu'en droit, des outils qui permettent de retenir ou de se séparer plus gentiment qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce qui m'étonne souvent, c'est ce décalage qu'il y a entre cette réalité et cette perception de la réalité par les cadres dirigeants et par les dirigeants d'une manière générale. C'est-à-dire que, s'ils sont plutôt des mandataires, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas l'accepter, alors qu'en fait, les chiffres sont là. Les chiffres sont là et prouvent bien qu'il y a quelque chose, il y a des phénomènes nouveaux, il faut bien les appréhender. Et c'est bien de soigner un peu ces relations. S'adapter pour mieux retenir, tant d'un point de vue managérial que d'un point de vue financier, que d'un point de vue juridique. On comprend, la rémunération n'est pas l'unique levier de rétention, mais néanmoins, il faut quand même qu'on zoome dans la discussion là, sur les principaux motifs de démission. Qu'est-ce que vous avez retenu, le top 3 ? Le top 3, c'est des fondamentaux. D'abord, c'est évolution de carrière, donc classique. On n'a pas les évolutions en interne. On se dit qu'on peut grandir autre part. Le deuxième reste la rémunération. Et le troisième qu'on vient d'évoquer, c'est le sujet du lien managérial, tout le lien humain, des valeurs de l'entreprise, se sentir en conflit ou en tout cas pas aligné sur ces éléments-là. Donc, et ça représente plus de 50% des raisons de départ, de démission. Après, on a des choses qui sont exprimées. On parlait du bien-être, on parle de la quête de sens, qui sont aussi des éléments qui sont beaucoup plus assumés et exprimés. Et puis, je finis par le besoin de renouveau. Encore une fois, toutes ces périodes qu'on a vécues, il y a une véritable expression de renouveau. D'ailleurs, dans notre enquête, pour plus de 50% d'entre eux, ils veulent changer de secteur. Et plus de 20% d'entre eux veulent complètement changer de métier. Donc, parmi ceux qui veulent démissionner. Exactement, mais qui restent globalement assez nombreux en recherche d'emploi. Le bien-être, justement. Xavier, ça a déjà fait l'objet de quelques-uns de nos échanges à midi dans la libre antenne de BFM Business avec vous. Le besoin de bien-être au travail, il se traduit juridiquement. Et il y a cette tension pour les employeurs, pour les managers, pour les dirigeants, d'améliorer le bien-être avec en sous-jacent d'améliorer la performance. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils du dirigeant, de la dirigeante pour réaliser cette double objectif ?
Il y a plein d'outils en droit du travail qui permettent d'aborder ces questions-là sur le management, les causes de conflit, la quête de sens, la durée du travail, la rémunération. Il y a plein de sujets. Le problème est que très souvent, c'est appréhendé de manière collective. C'est-à-dire qu'on va avoir des accords sur la mobilité, des accords collectifs sur le temps de travail ou des actes unilatéraux de la part de l'employeur pour la collectivité des travailleurs. Ce qui est très important juridiquement pour éviter justement d'avoir ces difficultés-là qui vont aller au-delà des simples envies qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser, ces risques-là, eh bien, il faut individualiser ces mesures, c'est-à-dire expliquer. On n'est pas obligé d'avoir un accord par salarié, un accord spécifique par salarié, mais il faut que ces outils qui existent sur la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail, les sujets qui reviennent le plus souvent, ou les questions de management, les questions de formation, pour que cette collectivité ait du sens, il faut que chacun ait sa place. Ça peut être des entretiens très courts, ça peut être des messages d'information simplement, pas nécessairement des entretiens individualisés, mais il faut que les solutions soient connues individuellement. Ça, c'est un des conseils qu'on donne le plus souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on dit j'ai tout ça. Oui, mais est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous êtes sûr que chacun a été bien sensibilisé à ça ? Et on évite effectivement, à ce moment-là, aussi bien, encore une fois, je me répète, mais c'est nécessaire, dire sous un angle qui serait celui du management et sous un angle juridique, on peut appréhender ces questions-là en faisant des efforts qui ne sont pas très coûteux. Et très individualisé, je vous rejoins sur ce point. Et entre autres aussi sur les sujets de la flexibilité, on a beaucoup évoqué le sujet du télétravail, mais pas que, l'aménagement du temps de travail, des formations, et de faire du sur-mesure, parce qu'encore une fois, on est là pour adapter et gérer au mieux cette tension sur le marché de l'emploi qui reste une très bonne nouvelle. Il y aurait encore 1000 choses à dire, notamment sur le sujet du désengagement. On observe que pour beaucoup de gens, le travail peut être passé au deuxième plan de la vie, mais on peut quand même rester tout aussi productif, tout aussi impliqué en mettant le travail au deuxième plan. Ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Et je vous remercie tous les deux, Xavier Dulin, avocat associé au cabinet Barthélémy, d'avoir été notre regard juridique, et Coralie Rachet et toute votre équipe chez Robert Walters de nous avoir aidé à zoomer sur ce marché des cadres qui ne connaît pas la crise.